14 octobre 1944, Lorraine, France. Le lieutenant-général George S. Patton est assis dans son quartier général, le poste de commandement de la 3e armée, où ses forces sont enlisées dans certains des combats les plus sanglants de la campagne européenne. La pluie tombe sans discontinuer à l'extérieur, transformant le paysage en un cauchemar de boue, tandis que la rivière Moselle est devenue un obstacle redoutable à son avance. L'ancienne ville fortifiée de Metz refuse de tomber malgré des assauts américains répétés. L'avance fulgurante de Patton à travers la France, cette brillante percée, qui faisait la une des journaux en août, s'est arrêtée net dans la boue et le sang de la Lorraine. Un aide de camp lui apporte des rapports de renseignements de routine contenant des mises à jour sur les positions allemandes, l'état des approvisionnements, les chiffres des pertes et les prévisions météorologiques, mais rien concernant Rommel. Selon les archives disponibles, Patton ne reçut ce jour-là aucune notification immédiate de la mort du maréchal Erwin Rommel. Il ne publia aucun communiqué, n'écrivit rien dans son journal et ne dit rien à son état-major que quiconque jugea digne d'être consigné. Voici l'histoire de ce que Patton a dit lorsque Rommel est mort, et de ce que Patton n'a pas dit, des raisons de ce silence et de ce que ce silence révèle sur ces deux généraux légendaires et sur la relation étrange qui les liait. Mais avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez que YouTube vous recommande davantage de contenu de ce type. Et partagez dans les commentaires les histoires que vous ou vos proches avez vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Très bien, revenons en arrière pour comprendre la mort de Rommel et pourquoi la réaction de Patton ou son absence de réaction est importante. Le 14 octobre 1944, vers 12h30, heure allemande, le maréchal Erwin Rommel mourut dans une voiture sur une route tranquille près de Herrlingen en Allemagne, succombant à un empoisonnement au cyanure lors de ce qui fut officiellement présenté comme un suicide, mais qui était en réalité un meurtre imposé par le régime nazi. Selon le témoignage de son fils Manfred et d'autres témoins, 2 généraux venus de Berlin, Wilhelm Burgdorf et Ernst Maissel, rendirent visite à Rommel ce matin-là à son domicile et l'informèrent qu'il était impliqué dans le complot du 20 juillet visant à assassiner Adolf Hitler. Rommel se vit offrir ce matin-là 3 choix, chacun terrible à sa manière. Il pouvait comparaître devant le tribunal du peuple, ce qui signifiait une condamnation certaine, la disgrâce publique et l'exécution avec l'arrestation de sa famille et très probablement sa mise à mort. Il pouvait refuser de coopérer et être arrêté immédiatement, avec les mêmes conséquences catastrophiques pour lui-même et pour ses proches. Ou bien il pouvait prendre du cyanure, mourir discrètement, et Hitler annoncerait que Rommel était mort des suites des blessures subies lors d'une attaque aérienne, en juillet, permettant ainsi à sa famille de rester en sécurité, à sa réputation de demeurer intacte et à son nom de recevoir les honneurs de funérailles nationales. Rommel choisit le cyanure après avoir soigneusement pesé ses options et le sort de sa famille. Il expliqua la situation à son épouse et à son fils de 15 ans, leur exposant le choix impossible auquel il était confronté. Il enfila sa veste de l'Africa Corps, l'uniforme qui symbolisait ses plus grandes victoires. Il prit son bâton de maréchal, symbole de son rang et de ses accomplissements. Il monta dans la voiture de Burgdorf avec les 2 généraux qui lui avaient apporté cette sentence de mort, et 15 minutes plus tard, il était mort. Le gouvernement allemand annonça la mort de Rommel le 15 octobre par un communiqué soigneusement rédigé pour tromper le monde. Selon la version officielle, le maréchal Rommel était décédé des graves blessures à la tête qu'il avait subies le 10 juillet,
lorsque des avions alliés avaient mitraillé sa voiture de service en Normandie, des blessures qui s'étaient finalement révélées mortelles après des mois de lutte. Hitler déclara une journée de deuil national pour honorer le héros tombé, et Rommel devait recevoir des funérailles nationales complètes, avec toutes les cérémonies correspondant à son rang et à sa réputation. Le peuple allemand fut informé que son grand renard du désert était mort en héros au service du Reich, succombant enfin à des blessures reçues au combat contre l'ennemi. La vérité que Rommel avait été tué par son propre gouvernement en raison de soupçons de participation au complot contre Hitler resta un secret étroitement gardé, connu seulement d'une poignée de responsables nazis. Certains officiers allemands soupçonnèrent immédiatement la vérité, reconnaissant que le calendrier et les circonstances semblaient suspectes. Certains officiers du renseignement allié soupçonnèrent eux aussi que quelque chose n'allait pas dans la version officielle. Mais officiellement et publiquement, Rommel était mort de blessures de guerre, et c'est cette histoire que le monde entendit en octobre 1944. Et selon les archives disponibles, Patton entendit la même version que tout le monde. Rommel était mort des suites de blessures subies, en juillet devenant une nouvelle victime de la guerre aérienne, un général de plus mort avant la fin du conflit. C'est ce point qui est essentiel lorsque l'on se demande ce que Patton a dit à la mort de Rommel. Patton entendit la version de la propagande allemande parlant de blessures et de héros. Il n'entendit pas la vérité sur le suicide forcé et le meurtre nazi. Il entendit que Rommel était mort de blessures reçues au combat, un mensonge, mais un mensonge largement accepté à l'époque. Il ne savait pas que Rommel avait été contraint de se suicider sous la menace d'armes par des généraux nazis. Il ne savait pas que Hitler avait posé un ultimatum menaçant la famille de Rommel. Il ne savait pas que Rommel avait été éliminé par son propre régime pour l'empêcher de devenir un symbole de l'opposition. Et plus important encore, selon les archives historiques disponibles provenant de multiples sources, Patton ne dit absolument rien au sujet de la mort de Rommel. Il n'existe aucune déclaration de Patton concernant la mort de Rommel dans les archives militaires consultées par les historiens et les chercheurs. Il n'y a aucune mention dans le journal de Patton pour les 14 ou 15 octobre à propos de Rommel, ce qui est significatif car Patton tint un journal détaillé tout au long de la guerre et écrivait régulièrement sur les batailles, ses frustrations envers ses supérieurs, les autres généraux qu'il rencontrait, et tout ce qui le préoccupait ou attirait son attention. Selon les entrées de son journal d'octobre 1944, conservées et publiées, Patton était entièrement concentré sur la campagne de Lorraine et sur ses nombreuses frustrations. Il écrivit abondamment sur le mauvais temps et sur la manière dont il entravait les opérations. Il écrivit sur les problèmes de ravitaillement qui limitaient sa capacité à avancer. Il écrivit sur les attaques contre Metz et sur sa détermination à s'emparer de la ville forteresse. Il écrivit sur sa frustration d'être contraint de mener une bataille lente et d'usure, au lieu de la guerre de mouvement qu'il préférait et dans laquelle il excellait. Il n'écrivit pas un mot sur la mort de Rommel, pas même une seule phrase pour la mentionner. Il n'existe aucune lettre de Patton mentionnant la mort de Rommel dans les vastes collections de sa correspondance. Patton correspondait régulièrement avec son épouse Béatrice, partageant ses pensées et ses frustrations dans des lettres détaillées. Il écrivait à d'autres généraux sur des questions militaires et personnelles. Il rédigeait des rapports officiels transmis par la chaîne de commandement. Selon les recueils de correspondance de guerre de Patton, compilés et publiés par les historiens, aucune lettre d'octobre ou de novembre 1944 ne mentionne la mort de Rommel
ni n'y fait référence. Il n'existe pas non plus de témoignages d'officiers de son état-major décrivant une réaction de Patton à l'annonce de la mort de Rommel, ce qui est notable car ces officiers d'état-major étaient habituellement attentifs à ses humeurs et à ses propos. Après la guerre, nombre d'entre eux rédigèrent des mémoires ou accordèrent des entretiens à des historiens décrivant les états d'esprit de Patton, ses déclarations et ses réactions à divers événements tout au long du conflit. Selon ces récits, qui ont été largement étudiés, aucun ne se souvenait que Patton ait dit quoi que ce soit au sujet de la mort de Rommel ou exprimé la moindre réaction. L'officier de presse de Patton conservait des comptes rendus des conférences de presse et des déclarations publiques faites aux journalistes, comme c'était la pratique pour tous les commandants supérieurs. Selon ces archives, Patton ne fit aucun commentaire public sur la mort de Rommel au corps de presse qui suivait la 3e armée. Ce silence est frappant si l'on considère le comportement et la personnalité habituelle de Patton. Patton n'était en rien un homme discret, et il était célèbre dans toute l'armée pour dire ce qu'il pensait sur pratiquement tous les sujets. Il prononçait des discours devant ses troupes qui devinrent légendaires pour leur langage cru et leur pouvoir de motivation. Il écrivait constamment dans son journal et dans ses lettres, consignant ses pensées et ses opinions. Il avait un avis sur tout et sur tout le monde, de la grande stratégie aux soldats individuels, en passant par le temps et la politique. Son langage grossier était légendaire parmi les soldats et les officiers, au point de faire partie de son image publique. Ses déclarations étaient citées par les journalistes et répétées par les soldats qui les avaient entendues ou en avaient eu connaissance par d'autres. Selon ceux qui le connaissaient, bien y compris des membres de sa famille et des proches, Patton gardait rarement ses opinions pour lui et exprimait généralement ce qu'il pensait. Mais au sujet de la mort de Rommel, en octobre 1944, Patton demeura totalement silencieux, ne laissant aucune trace dans les archives historiques. Ce silence constitue le témoignage historique brutal et complet. Aucune parole de Patton sur la mort de Rommel n'a survécu sous quelque forme que ce soit. Aucun communiqué à la presse, aucune entrée de journal pour une réflexion personnelle, aucune lettre à son épouse ou à ses amis, aucun commentaire à ses officiers d'état-major, aucune remarque lors d'une conférence de presse, absolument rien. Cela soulève des questions évidentes que les historiens se sont posées. Patton ne se souciait-il pas de la mort de Rommel? N'a-t-il pas remarqué la nouvelle lorsqu'elle fut annoncée? N'a-t-il pas jugé cette mort suffisamment importante pour la commenter? A-t-il dit quelque chose qui n'a tout simplement été consigné par personne? Pour comprendre ce silence et ce qu'il signifie, il faut comprendre la relation entre Patton et Rommel, ce qu'ils savaient l'un de l'autre, ce qu'ils pensaient l'un de l'autre, et ce qui se passait en octobre 1944. Cela peut expliquer pourquoi Patton est resté silencieux. George Patton et Erwin Rommel ne se sont jamais rencontrés au combat, un fait crucial pour comprendre leur relation. Dans l'imaginaire populaire largement façonné par le film Patton de 1970, avec George C. Scott, ces deux généraux sont présentés comme des rivaux s'affrontant directement en Afrique du Nord. La réplique célèbre du film « Rommel, magnifique salaud, j'ai lu votre livre » suggère un duel personnel entre les deux commandants, comme s'ils étaient des joueurs d'échecs se mesurant à distance à travers le désert. Mais cela ne s'est jamais produit dans la réalité, et les archives historiques sont claires sur ce point. Selon les documents historiques et les archives militaires, Patton et Rommel ne se sont jamais trouvés sur le même champ de bataille, au même moment n'ont jamais commandé des forces opposées dans la même bataille,
et n'ont jamais eu de confrontation militaire directe. Rommel commanda l'Africa Corps en Afrique du Nord de février 1941 à mars 1943, gagnant sa réputation de renard du désert grâce à des victoires brillantes et des raids audacieux. Patton arriva pour la première fois en Afrique du Nord en novembre 1942 en tant que commandant de la Western Task Force qui envahit le Maroc dans le cadre de l'opération Torche. Après le désastre du col de Kasserine en février 1943, où les forces américaines subirent une défaite humiliante, Patton prit le commandement du 2e corps au début de mars 1943 afin de restaurer l'esprit combatif américain. Selon les archives militaires officielles, Rommel quitta l'Afrique du Nord le 9 mars 1943, rappelé en Allemagne par Hitler, qui souhaitait qu'il se repose et se remette de sa maladie. Rommel ne retourna jamais en Afrique. Sa guerre dans le désert était définitivement terminée. Patton prit le commandement du 2e corps le 6 mars, seulement 3 jours avant le départ de Rommel. Pendant 3 jours, techniquement, Patton et Rommel se trouvèrent tous deux en Afrique du Nord, à la tête de forces qui auraient pu s'affronter, mais cela n'arriva pas. Ces 3 jours passèrent sans aucune confrontation directe. Selon les archives militaires et les rapports de bataille, les opérations offensives de Patton commencèrent le 17 mars, 8 jours après que Rommel eut déjà quitté l'Afrique pour l'Allemagne. Lorsque Patton attaqua à El Guettar et poussa vers la côte lors d'opérations qui rétablirent la confiance américaine, il combattait des forces allemandes commandées par le général Jürgen von Arnim et non par Rommel. Ainsi, Patton et Rommel ne se sont jamais affrontés directement au combat, mais ils se connaissaient par les rapports de renseignement et par leur réputation. Selon divers témoignages des 2 camps, les 2 généraux étaient conscients de la réputation et des accomplissements de l'autre. Rommel connaissait Patton grâce aux rapports du renseignement allemand et aux briefings militaires. D'après des documents allemands capturés et des entretiens d'après-guerre avec des officiers du renseignement allemand, Rommel recevait régulièrement des rapports sur les commandants américains et leurs capacités. Il savait que Patton commandait des forces blindées agressives et privilégiait des attaques audacieuses et rapides, proches de son propre style tactique. Selon un résumé du renseignement allemand de 1944, avant le débarquement de Normandie, les commandants allemands considéraient Patton comme le général américain le plus dangereux et celui qui était le plus susceptible de leur causer de sérieux problèmes. Les Allemands pensaient que Patton dirigerait l'invasion principale à Calais et non le débarquement de diversion en Normandie, ce qui montre à quel point ils le prenaient au sérieux. Cette croyance était en réalité le résultat des opérations de désinformation alliées destinées à tromper les Allemands, mais elle reflétait un respect authentique pour la réputation de Patton en tant que commandant. Rommel, lui-même selon diverses sources, notamment ses papiers et lettres publiées, formula des commentaires positifs sur les capacités tactiques américaines après les avoir affrontées. Dans ses écrits publiés après la guerre par sa famille, Rommel évoqua les combats en Afrique du Nord et en Normandie contre les forces américaines. Selon ses écrits, Rommel respectait la mobilité et la puissance de feu américaine, reconnaissant que les forces américaines étaient plus capables que ne l'admettait la propagande allemande. Il loua en particulier les opérations de Patton en France en 1944, les qualifiant d'accomplissements parmi les plus étonnants de la guerre de mouvement, un éloge considérable venant d'un général lui-même réputé pour ce type de guerre. Toutefois, Rommel fit ce commentaire à propos des opérations en France en août 1944, bien après avoir quitté l'Afrique du Nord,
et il ne combattit jamais directement Patton, même lorsqu'il formulait ses observations. Patton connaissait Rommel et avait étudié sa carrière et ses tactiques. Selon divers témoignages de personnes ayant connu Patton, il étudia Rommel avec attention et respectait ses capacités. Rommel avait publié en 1937 un ouvrage intitulé « Infantry Attacks », fondé sur ses expériences de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il reçut la plus haute décoration allemande. Le livre fut traduit et publié aux États-Unis, devenant accessible aux officiers américains. D'après les récits de personnes proches de Patton, notamment ses aides et ses collègues officiers, il lisait constamment la littérature militaire et connaissait certainement l'ouvrage de Rommel et son contenu. La question de savoir si Patton étudia réellement en détail les tactiques spécifiques de Rommel avant son départ pour l'Afrique du Nord fait débat parmi les historiens et ne peut être prouvée de manière définitive. La célèbre réplique du film affirmant qu'il avait lu le livre de Rommel relève de la fiction écrite pour des raisons dramatiques par les scénaristes, mais Patton connaissait assurément la réputation de Rommel dans le monde militaire, réputation considérable, selon les écrits et lettres de Patton, conservés. Il comprenait que Rommel était un commandant compétent, adepte de tactiques mobiles, agressives, proche de ses propres préférences et de son style de combat. En Afrique du Nord, d'après les témoignages d'officiers d'état-major ayant servi sous ses ordres, Patton parlait de son désir d'affronter Rommel et de se mesurer au célèbre renard du désert. Patton considérait Rommel comme le général ennemi qu'il souhaitait le plus vaincre au combat, y voyant un défi digne d'être relevé. Selon le récit d'un officier d'état-major, Patton aurait confié à un aide que battre Rommel prouverait que les blindés américains pouvaient rivaliser avec les blindés allemands, un point qui comptait énormément, pour lui soucieux de la réputation militaire des États-Unis. Mais une fois encore, ce combat n'eut jamais lieu, et le duel tant attendu ne se matérialisa pas, laissant les deux généraux affronter d'autres adversaires. Après l'Afrique du Nord, Patton et Rommel combattirent sur des théâtres différents et continuèrent de se manquer. Patton commanda la 7e armée en Sicile en 1943, traversant l'île à toute vitesse en compétition avec Montgomery, puis la 3e armée en France à partir d'août 1944, après avoir été mis à l'écart à la suite des incidents des gifles. Rommel passa du temps en Italie en 1943 à inspecter les défenses et à préparer l'invasion alliée que l'on attendait, puis prit le commandement du groupe d'armée B en France pour défendre le pays contre l'invasion alliée que tous savaient imminente. Selon les archives militaires, Rommel se trouvait en Normandie de la fin de 1943 jusqu'au 17 juillet 1944, date à laquelle il fut gravement blessé lorsque des avions alliés mitraillèrent sa voiture de commandement. Patton arriva en Normandie à la fin juillet 1944, transféré pour prendre le commandement de la 3e armée après le début de la percée. La 3e armée devint opérationnelle le 1er août, lançant la grande offensive blindée à travers la France. À ce moment-là, Rommel se trouvait dans un hôpital en France, se remettant de ses blessures, et il ne retourna jamais au commandement. Ainsi, une fois de plus, Patton et Rommel se retrouvèrent dans le même théâtre d'opération, à peu près au même moment, sans jamais s'affronter réellement, ni commander des forces opposées. La percée de Patton, depuis la Normandie, en août 1944, et sa progression fulgurante à travers la France, qui le rendirent célèbre et terrifièrent les Allemands, eurent lieu après que Rommel eût été blessé et définitivement mis hors d'action. Les commandants allemands qui combattirent Patton en août et septembre étaient d'autres généraux moins réputés et moins compétents, pas Rommel.
Patton le savait, grâce aux rapports de renseignement qu'il informait des commandants ennemis. Selon les rapports disponibles pour la 3e armée et conservés dans les archives, l'état-major de Patton savait à tout moment quels commandants allemands leur faisaient face. Ils savaient que Rommel n'était pas là pour les affronter. Ils savaient qu'il avait été blessé en juillet et qu'il n'exerçait plus aucun commandement. C'est ce contexte qui permet de comprendre le silence de Patton en octobre 1944 et les raisons pour lesquelles il ne dit rien. Patton et Rommel étaient des généraux légendaires, tous deux célèbres pour la guerre blindée agressive, tous deux des figures controversées, en conflit avec leurs supérieurs, tous deux aimés de leurs troupes et redoutés par leurs ennemis, façonnant des images publiques qui les rendirent célèbres. Ils semblèrent être des rivaux naturels des adversaires, à la hauteur l'un de l'autre destinés à s'affronter. La presse les présentait comme tels dans sa couverture de la guerre. Les soldats parlaient d'eux comme de rivaux et se demandaient qui l'emporterait s'ils venaient à se battre. Mais ils ne se sont jamais réellement affrontés de manière significative, n'ont jamais commandé des forces opposées dans une même bataille et n'ont jamais mis leurs compétences à l'épreuve l'un contre l'autre. Ils avaient connaissance l'un de l'autre par les rapports de renseignement et par leur réputation respectaient mutuellement leur capacité de commandement, mais n'avaient aucune relation personnelle d'aucune sorte. Ils ne se sont jamais rencontrés face à face. Ils n'ont jamais correspondu ni échangé le moindre message. Selon les archives disponibles tant américaines qu'allemandes, ils n'ont jamais échangé de communication, ni officielle, ni personnelle. Ils étaient des généraux célèbres dans des camps opposés, mais ils n'étaient liés par aucune expérience directe de combat l'un contre l'autre, ni par aucune interaction personnelle. Cela rend le silence de Patton, en octobre 1944, plus facile à comprendre lorsque l'on considère les réalités pratiques. Lorsque Rommel mourut, Patton n'avait aucune raison particulière de commenter publiquement sa mort. Ils n'étaient pas des ennemis personnels, ayant livré des batailles mémorables l'un contre l'autre. Ils n'étaient même pas des adversaires de champ de bataille, au sens où cela aurait pu créer un lien. Rommel n'était qu'un général allemand parmi d'autres morts en 1944, et Patton n'avait avec lui aucun lien particulier. Mais il y a davantage à considérer pour expliquer le silence de Patton que la seule absence de relations personnelles. En octobre 1944, Patton ne pensait pas à Rommel, ni à aucun autre général allemand qui ne lui faisait pas directement face. Il pensait à Metz, la ville forteresse, qui bloquait son avance et frustrait tous ses efforts. Selon les archives militaires et les entrées du journal de Patton, de cette période octobre 1944 fut l'un des moments les plus frustrants et les plus difficiles de toute sa guerre. Après le succès spectaculaire d'août, lorsque la 3e armée traversa la France à toute vitesse et libéra d'immenses territoires en quelques semaines, couvrant plus de terrain que quiconque ne l'aurait cru possible, l'avance de Patton était complètement bloquée en octobre. La raison en était la logistique, la réalité peu glorieuse des lignes de ravitaillement et des camions de carburant. Selon les histoires officielles de la campagne, la 3e armée avait dépassé ses lignes de ravitaillement en septembre, avançant si rapidement que les approvisionnements ne pouvaient suivre. L'essence manquait, laissant des chars immobilisés, faute de carburant. Les munitions étaient limitées, rationnées avec soin, parce qu'il n'y en avait pas assez. La nourriture et les autres fournitures étaient également rationnées, la 3e armée recevant une priorité inférieure à celle d'autres unités. Le 25 septembre, selon les ordres officiels du quartier général supérieur, Patton reçut l'ordre de passer sur la défensive et de cesser toute avance.
Les autres armées alliées au nord, en particulier celle de Montgomery, reçurent la priorité en matière de ravitaillement, car Eisenhower favorisait l'offensive septentrionale. Patton fut informé qu'il devait tenir ses positions et se préparer à une offensive générale en novembre, lorsque les approvisionnements seraient les plus abondants. Mais Patton détestait la défensive avec une passion que tous ceux qui le connaissaient reconnaissaient. D'après les entrées de son journal de cette période, il croyait que l'arrêt de l'avance donnait aux Allemands le temps de se réorganiser et de renforcer leur défense, gaspillant l'occasion créée par le succès d'août. Il estimait qu'une action agressive valait toujours mieux qu'une attente passive, quelles que soient les circonstances ou la situation logistique. Patton chercha donc des moyens de continuer à attaquer, malgré les ressources limitées. Déterminé à maintenir l'élan offensif, Patton concentra en octobre toute son attention et les efforts de son armée sur Metz, la ville forteresse qui se dressait sur sa route. Selon les archives militaires et les documents de planification, Metz était une ancienne ville fortifiée sur la Moselle, lourdement défendue par d'imposants forts construits à la fin du XIXe siècle par les Allemands lorsqu'ils contrôlaient la région. La ville bloquait l'avance de Patton vers l'Allemagne, se trouvant directement sur l'axe qu'il souhaitait emprunter. Patton décida de l'attaquer plutôt que de la contourner, passant outre les conseils de certains membres de son état-major. Selon les témoignages de ses officiers d'état-major, certains soutenaient que Metz devait être contourné plutôt qu'attaqué de front isolé, pendant que la troisième armée avançait autour d'elle. Les forts étaient trop puissants, affirmèrent-ils, trop solidement construits pour être pris d'assaut. La ville pouvait être encerclée et laissée à l'isolement privé de ravitaillement, forçant sa reddition sans attaque coûteuse. Mais Patton voulait que Metz soit prise par la force, convaincue avec passion qu'elle devait être capturée. Selon ses déclarations à son état-major, il estimait que laisser une forte garnison allemande à l'arrière constituait un danger stratégique, créant des problèmes pour ses lignes de ravitaillement. Il croyait qu'une action agressive était toujours la bonne solution, quel qu'en soit le coût, ou la difficulté, parce qu'elle maintenait l'initiative et le moral. Il pensait que ses troupes devaient continuer à se battre pour conserver leurs tranchants et leur esprit offensif. Ainsi, le 3 octobre, selon les archives militaires et les ordres d'opération, la 3e armée lança des attaques vers Metz avec plusieurs divisions. L'assaut contre le fort de Driant, l'un des principaux forts protégeant la ville, débuta le 3 octobre avec de l'infanterie et des unités du génie américaines. Selon les rapports officiels de pertes et les comptes rendus après action, l'attaque fut un désastre complet dès le départ. Les Américains n'étaient pas entraînés au combat contre des fortifications fixes de ce type. Ayant axé leur doctrine sur la guerre de mouvement, ils manquaient de l'équipement approprié pour la guerre de forteresse, notamment d'explosifs spécialisés et de lance-flammes. Il manquait également de renseignements sur la configuration du fort avançant, pratiquement à l'aveugle. Ils subirent de lourdes pertes des hommes, étant fauchés par le feu allemand, provenant de positions dont ils ignoraient l'existence. Le 13 octobre, selon les archives militaires, Patton ordonna la suspension de l'attaque contre le fort de Driant, après 10 jours d'échecs sanglants. Ce fut la seule bataille que Patton perdit durant toute la guerre, un fait qui le troubla profondément. Le fort ne serait finalement pris qu'en décembre, bien après que la 3e armée l'eut contourné et avancé plus loin lors de l'offensive générale de novembre. Telle était la situation le 14 octobre 1944, lorsque Rommel mourut en Allemagne, ce qui explique l'état d'esprit de Patton. Patton faisait face à l'échec de Driant,
qui avait porté atteinte à son orgueil et à sa réputation. Il était frustré par la lenteur des progrès à Metz, qui semblait se moquer de ses théories sur la guerre agressive. Il était en colère contre les pénuries de ravitaillement qui l'empêchaient d'avancer comme il le souhaitait. Selon les entrées de son journal, à partir de la mi-octobre, rempli de frustration et de colère, Patton écrivait constamment sur ses problèmes avec le haut commandement, ses difficultés logistiques et le mauvais temps qui semblait conspirer contre lui. Il pleuvait sans cesse en octobre dans toute la région de Lorraine, transformant le champ de bataille en marécage. La Moselle sortit de son lit, rendant les franchissements plus difficiles. Les routes se transformèrent en bourbiers qui immobilisaient les véhicules et rendaient les déplacements épuisants. Les chars s'enlisaient dans la boue, incapables de manœuvrer efficacement. Les pertes augmentaient régulièrement, jour après jour, remplissant les unités hospitalières. Selon les archives officielles et les rapports de perte, la 3e armée subit en octobre plus de 1200 tués, plus de 6000 blessés et près de 1000 disparus, faisant de ce mois l'un des plus sanglants de la campagne. Ce n'était pas la guerre de mouvement glorieuse que Patton aimait et dans laquelle il excellait. Ce n'était pas la course à travers la France qui faisait la une des journaux. C'était un combat d'usure sanglant et frustrant qui accomplissait peu, malgré son coût, le type de guerre que Patton méprisait et qu'il absorbait entièrement, au point qu'il ne pensait à rien d'autre. Selon tous ceux qui le connaissaient et travaillaient avec lui, Patton se concentrait intensément sur la bataille, en cours lui consacrant toute son attention. En octobre 1944, cette bataille, c'était Metz. Cette focalisation, c'était la Lorraine. Cette préoccupation, c'était l'avance lente et coûteuse vers l'Allemagne, à travers la boue et la pluie. La mort de Rommel, annoncée dans les journaux allemands et par les émissions de radio allemandes que le renseignement allié surveillait, n'était qu'une nouvelle de guerre parmi d'autres importantes, peut-être d'un point de vue abstrait pour la situation générale, mais sans pertinence pour les préoccupations immédiates de Patton ou pour ses combats du moment. Il faut encore considérer un autre facteur pour comprendre le silence de Patton au sujet de la mort de Rommel. La vérité sur le suicide forcé de Rommel ne fut pas largement connue avant la fin de la guerre, ce qui est essentiel pour comprendre ce que Patton savait. Selon divers témoignages d'officiers et de responsables allemands, certains soupçonnèrent immédiatement que la mort de Rommel n'était pas due à des blessures de guerre, comme on le prétendait. Le moment était suspect, survenant alors que les purges consécutives au complot du 20 juillet atteignaient leur paroxysme. Selon les rapports médicaux, Rommel se remettait de ses blessures de juillet. Puis, soudainement, il mourut à la mi-octobre, précisément au moment où des centaines d'autres officiers liés au complot étaient arrêtés et exécutés. Mais le gouvernement allemand contrôlait totalement l'information, empêchant toute version alternative d'émerger. L'histoire officielle affirmait que Rommel était mort de blessures reçues au combat en héros. Hitler lui accorda des funérailles nationales pour renforcer ce récit et afficher son respect. Selon les informations en provenance d'Allemagne, les funérailles eurent lieu le 18 octobre 1944, 4 jours après la mort de Rommel, avec tous les honneurs militaires. Hitler envoya une couronne et un message personnel de condoléances. Le maréchal von Rundstedt prononça un éloge funèbre saluant le service et le sacrifice de Rommel. La cérémonie était conçue pour honorer un héros tombé et convaincre tout le monde que Rommel était mort honorablement. Tout cela relevait de la propagande
destiné à dissimuler un meurtre, mais c'était une propagande efficace. Rommel avait été assassiné par le régime nazi pour l'empêcher de devenir un symbole de l'opposition, mais le monde fut informé qu'il était mort en héros au service de la patrie. Lorsque Rommel mourut, Patton n'avait aucune raison de dire quoi que ce soit à ce sujet. Et il ne dit donc absolument rien, nous laissant face au silence. C'est la réponse que le dossier historique apporte à la question. De ce que Patton a dit à la mort de Rommel, il n'a rien dit. Le témoignage historique est silencieux, et complètement silencieux. Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, Patton mentionna parfois Rommel dans certains contextes en parlant de la guerre. Selon des témoignages de la fin des années 1940, après la propre mort de Patton, en décembre 1945, certains de ses discours et commentaires privés furent publiés par diverses sources. Dans ces documents, Patton évoquait parfois Rommel comme un exemple de tactique habile ou de commandement agressif digne d'être étudié, mais il s'agissait de références passagères dans des discussions plus larges et non d'analyse détaillée de la carrière ou des capacités de Rommel. Patton mourut un peu plus d'1 an après Rommel, en décembre 1945, des suites de blessures subies dans un accident de voiture en Allemagne, mourant ironiquement de la même manière que Rommel était censé être mort. Il ne fut jamais interrogé directement sur la mort de Rommel. Il n'en écrivit jamais publiquement, sous quelque forme que ce soit. Le silence demeura permanent et ininterrompu. La vérité sur la mort de Rommel apparut progressivement après la guerre, lorsque des témoins commencèrent à parler. Selon divers récits, de la fin des années 1940 et des années 1950, le fils de Rommel, Manfred, finit par raconter ce qui s'était passé le 14 octobre 1944, révélant le suicide forcé. D'autres témoins se manifestèrent avec leurs témoignages, confirmant l'histoire. Des documents furent découverts dans les archives allemandes, capturés, apportant des preuves supplémentaires. À la fin des années 1940 et dans les années 1950, le monde savait que Rommel avait été contraint de se suicider par le régime hitlérien. Il n'était pas mort de ses blessures de juillet, comme on l'avait affirmé. Il avait été assassiné par Hitler pour empêcher toute possibilité qu'il s'oppose au régime. Très bien, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez que YouTube vous recommande davantage de contenu de ce type. Et partagez dans les commentaires les histoires que vous ou vos proches avez vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci de nous avoir regardés.